Changement de décor pour ce nouveau DVD. Nous quittons l'ambiance classique ferroviaire et vous voyez qu'à chaque DVD, nous essayons de vous trouver des situations nouvelles. Et nous sommes revenus en quelque sorte à l'origine même, à la source, c'est-à-dire la fabrication du DVD, puisque nous sommes dans un bureau qu'on appelle de production de la société SVS, et puis là, bien, c'est le bureau de mon assistant Olivier Valran. Et vous voyez derrière son imposante documentation ferroviaire, n'est-ce pas, mon cher Clèves Lemming? Donc, ce numéro est consacré à un aspect inattendu et inhabituel et pourtant capital pour le développement du chemin de fer, à savoir l'intrusion, l'informatisation du chemin de fer, l'intrusion de l'ordinateur. Pour vous situer les choses rapidement, on va vous montrer ce qui s'est passé, disons, en un demi-siècle. Là, nous allons vous résumer ici un quart de progrès technologique. Allez, dans notre collection personnelle, nous avons toute une gamme d'ordinateurs. Voilà, ça, c'est le premier PC, l'IBM PC, une machine qui a révolutionné l'informatique, c'était un progrès considérable. Enfin, on avait ce qu'on appelle un ordinateur personnel et non pas une énorme machine à laquelle on accédait avec un clavier. Donc, premier IBM PC 1980, vous voyez un tout petit écran, il était verdâtre et on pouvait écrire qu'une dizaine de lignes. Puis là, ça, vous le connaissez, c'est l'ordinateur portable en vente dans le commerce. Entre les deux, 25 ans de progrès technologique, un quart de siècle, mais surtout, un rapport de puissance, j'oserais dire, de 1 à 100, de 1 à 1000. Cette machine, ici, est 1000 fois plus puissante que celle-là. Et puis, vous allez voir, ça va faire que continuer. Alors, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de l'informatisation du chemin de fer et de la SNCF. Disons simplement que c'est d'abord pour des problèmes de gestion, de trafic, d'aiguillage et surtout de sécurité que l'électromécanique, puis peu à peu l'électronique a fait son apparition comme aide au trafic. Restait à gérer cette énorme machine que représentait la SNCF. Et là, bien entendu, il fallait se tourner vers ce que l'on appelait à l'époque des calculateurs. Calculateurs, je vous le rappelle, qui sont nés avec la Deuxième Guerre mondiale en 1941 pour ajuster les tirs des canons d'artillerie de la marine américaine. Alors, situons le décor, 1960. La toute jeune, je voudrais dire SNCF, qui se remettait des dégâts de la guerre, était face à un problème de gestion, de paperasserie énorme. À cette époque-là, la plume de sergent-major était reine. Il y avait des immenses bureaux où on reportait sur des fiches cartonnées le mouvement des wagons, on traçait à la règle ce qu'on appelle les graphiques de circulation des trains. Donc 1960, la SNCF avait à gérer 40 000 km de lignes, à peu près 6 000 gares, 300 000 wagons de marchandises, 14 000 voitures de voyageurs. Elle avait à gérer les payes, les retraites, et puis 300 000 pièces disséminées sur tout le territoire pour l'approvisionnement, pour la maintenance, pour les pièces détachées. Et donc, on était en quelque sorte submergé par la paperasserie qui était répartie dans les 6 régions. D'où l'idée de tout centralisé, vous voyez que c'est pas nouveau, on va tout recentraliser dans un grand centre de calcul. C'était le premier centre de calcul de la SNCF. Il était situé, regardez bien ces images, dans une petite gare charmante, la gare d'Auteuil à Paris, qui malheureusement aujourd'hui est désaffectée. Et à côté de la gare d'Auteuil, il y avait un bâtiment tout à fait anodin, et c'est là-dedans que l'on a installé dans une grande salle un centre qu'on appelait le centre de calcul, le centre gestion de la SNCF, à l'aide d'un ordinateur, et on a fait appel à quel ordinateur? Eh bien, il fallait faire du franco-français. On utilisait un ordinateur bulle, les fameux Gamma 60. À l'époque, les grands calculateurs, vous vous souvenez, ça avait pour nom IBM, Univac, Control Data. Donc, dans une immense salle, une série d'armoires qui nous fait aujourd'hui sourire. À l'intérieur de cette armoire, il y avait d'abord l'unité centrale, la mémoire. Et la mémoire était une mémoire à tort. Le transistor commençait seulement à faire son apparition. Les mémoires à tort, je vous rappelle, c'était des petits tors, des petites rondelles en ferrite dont l'aimantation basculait et on notait 0 ou 1 suivant le sens d'aimantation. Le tout était monté dans des cadres sous forme d'une matrice et ces matrices étaient empilées et ça ressemblait un peu, si vous voulez, aux structures en nid d'abeilles que l'on a dans les ruches. Le tout était relié par un fouillis de câbles, un véritable cauchemar de plombier qui donnait un aspect hétéroclite. Ensuite, pour alimenter cette machine, lui faire consommer des données et qu'elle affiche des résultats, eh bien on utilisait la carte perforée,
on utilisait la bande, le ruban perforé. Les supports des mémoires étaient des bandes magnétiques avec des dérouleurs qui nous fascinaient, nous, enfants, quand on les regardait. Et la mémoire lourde, l'unité centrale, était constituée par un tambour magnétique. Il n'y avait pas encore de disque dur, de floppy disk. Et ce tambour magnétique, c'était en quelque sorte un retour en arrière. Vous vous souvenez, à la place de la première galette de cire, c'était pas le début de l'électrophone. Le 78 tours, avant, il y avait des tambours en cire. Donc, Gamma 60 a été la première des débuts de l'informatisation de la SNCF. Et parallèlement à cela, il y a eu l'automatisation, bien entendu, des postes d'aiguillage, pour des raisons, disons, d'efficacité et de sécurité avec l'augmentation du trafic. Et puis l'électronique a fait son apparition avec l'avènement du courant industriel sur Valenciennes-Thionville, où on a commencé à parler de redresseurs de courant, qui étaient à vapeur de mercure, pour devenir après des redresseurs à thyristors et des redresseurs embarqués à bord des machines, qui ont permis de faire des machines bi-tri quadricourant. Et puis, il y a eu également l'informatisation de l'électronique de commande des machines, et puis l'apothéose étant, bien entendu, vous le savez, c'est avec le TGV, je n'allais pas dire tout électronique, mais bien informatisé, avec la gestion du trafic depuis un poste central. L'apothéose étant aujourd'hui ce qu'on appellerait l'e-commerce, autrement dit la possibilité pour tout à chacun, mais pas pour tout le monde hélas, de pouvoir accéder et gérer ses propres déplacements avec le billet électronique. On peut simplement regretter qu'il y ait un peu là, une disparition de personnel derrière les guichets, parce que tout le monde n'a pas un ordinateur. Il faut penser aux personnes âgées, il faut penser également aux handicapés. Mais le système est en route, espérons que le système va s'améliorer et va être surtout beaucoup plus facile à utiliser par monsieur tout le monde. Dans ce DVD, un film et 4 bonus. Le film Cybernetica. Et oui, au début, on ne parlait pas d'informatique, on ne parlait pas d'ordinateur, on parlait de cybernétique. Cybernétique, c'était juste après la guerre une nouvelle science que l'on enseignait d'ailleurs à l'université. La cybernétique, c'était en quelque sorte comment l'homme, à l'aide de l'électromécanique et des balbutiements de l'électronique, pouvait singer les comportements les plus simples du vivant. Je prends un exemple, on le doit à notre cher Albert Ducrot, donc je salue ici sa mémoire, qui fut l'un des plus grands vulgarisateurs scientifiques. Albert Ducrot avait inventé et faisait travailler les élèves sur le renard électronique. Et son renard électronique, qui est doté de moteur électrique et de batterie, pouvait avoir des comportements, des automates réflexes, c'est-à-dire qu'il était capable d'éviter des obstacles en circulant dans une pièce, il était capable de se diriger vers une source de lumière à l'aide des débuts des photocapteurs, mais également il était capable, lorsque son niveau de batterie descendait trop bas, d'aller se diriger vers une prise de courant et de se plugger, disons, de se brancher. Donc, la cybernétique a fait son apparition par les automatismes, et vous allez le voir, dans le chemin de fer, ça a été, je voudrais dire, l'ouverture vers l'informatisation à tous les échelons du chemin de fer, et ce, vous allez le voir, en France, mais également en Europe. 4 bonus. Premier bonus, logistiquement vôtre. Et oui, la logistique, c'est la base des armées, mais c'est également la base du chemin de fer. Et vous allez voir comment à la SNCF, on arrivait jusqu'au service à la carte. Deuxième bonus, comment ça marche? Et oui, comment ça marche un ordinateur? Alors regardez bien, ça sera une découverte pour vous. Nous l'avons enregistré à Boston, où il y avait un computer muséum, et avec une énorme machine, un ordinateur grossi 10 fois. Et donc je vais circuler dans cet ordinateur pour vous montrer en quelque sorte ses entrailles. Troisième bonus, le central de location de Nice. Alors ça va vous faire sourire, c'est notre séquence rétro, on l'aime bien dans le chemin de fer. Retour en arrière, 1952. Savez-vous que le premier centre de réservation centralisé pour les places dans les voitures de la SNCF, elle était installée à Nice. Et là on utilisait, non pas des ordinateurs, 1952, mais on utilisait des tambours avec des fiches en carton. Et à chaque fiche correspondait un voyageur, donc une place dans une voiture. Ça fait sourire, et vous voyez donc les immenses progrès qui ont été réalisés aujourd'hui avec l'informatique. Et puis enfin, un homme, un métier, où cette fois-ci ce seront des hommes, un métier. Des hommes, c'est-à-dire les pionniers
de l'informatique. Et là, vous allez découvrir des noms étonnants que nous avons eu le plaisir de rencontrer dans notre carrière. Et surtout, vous allez voir que le pionnier de la micro-informatique, l'un des inventeurs du premier micro-ordinateur, savez-vous, il n'est pas américain, il est français, André Truong. Et je tiens tout particulièrement à lui dédier ce numéro, car c'était un très grand ami. Allez, bon voyage. Au début du siècle, il s'agissait de produire, avant toute chose. Bientôt, la finance devint une fonction aussi importante que la production. On se préoccupa ensuite de faire travailler les hommes ensemble et d'étudier leur comportement sur les marchés. La fin du XXe siècle est marquée par la communication, l'échange des informations, mais aussi bien l'échange des produits. La logistique, qu'on a pu définir comme le contrôle des flux dont l'entreprise est le centre, a maintenant droit de citer parmi les autres fonctions de l'entreprise. Aujourd'hui, pour répondre aux modifications de la demande, nos vendeurs sont à même de proposer des services élargis. Assumant les spécificités du rail, on peut transformer ces suggestions en atouts. Par exemple, la rupture de charge. En 1981, la coopérative de déshydratation Proveda à Semsou décide de passer à l'énergie charbon. La collaboration de plusieurs services de la SNCF a permis la réalisation de la plateforme de charbon, dont celle de Pont-Faverger. Elles permettent d'offrir un service complet aux clients. La gare de Pont-Faverger n'avait pas reçu de wagon depuis plus de 40 ans. Par contre, elle avait l'avantage d'offrir une voie permettant la réception en une seule fois d'un train complet. Le charbon lorrain qui avait été utilisé initialement n'était plus trop compétitif et pour permettre sa compétitivité, il a fallu y ajouter du charbon d'importation, si bien qu'il a fallu imaginer une station de mélange. Nos capacités en hommes, en matériel, en propriété foncière, font que nous pouvons efficacement prendre en charge le stockage de matériaux divers. Depuis 1982, notre production a été doublée. Nous avions donc deux alternatives, soit augmenter notre parc à Baccarat, mais ce qui aurait entraîné des travaux assez considérables du fait que nous sommes dans une zone remblayée, ou ce que nous avons fait d'ailleurs, nous avons négocié avec la SNCF la possibilité de créer un parc tampon, un parc de régulation sur le terrain de la gare de Blainville, qui pour nous a deux avantages. Le premier, c'est d'éviter de surcharger le stock de Baccarat, et le deuxième, c'est de pouvoir réguler, c'est-à-dire avoir une utilisation beaucoup plus rationnelle des matières premières en fonction des arrivages de Syrie. Le stockage du matériel est géré par Blainville, en même temps que par nous, mais de deux façons différentes. Alors nous sommes donc sur le chantier de stockage des aciers de M. Dupont, le directeur des CMB. Nous y assurons le déchargement, la tenue de stock. Nous lui avons donc proposé de stocker ces aciers en amont de sa production et de lui livrer à la demande. Ah ben voilà, nous sommes employés sur le chantier ferraille à 3 agents, à temps partiel. On ne vient pas là tous les jours, seulement quand il y a des wagons ou à charger ou à décharger, selon les desiderata du patron, pas du patron, du client. On se plaît bien là, on travaille tranquillement, on nous donne notre programme le matin et on remplit le contrat le mieux qu'on peut, quoi. L'opération d'aujourd'hui revêt une signification particulière, notamment au niveau de la coopération internationale, puisque les transports viennent d'Allemagne. Sur un deuxième aspect, il convient de signaler
que les opérations de manutention sont réalisées par des services SNCF, non concernés directement par le transport, mais que nous avons mis à contribution pour effectuer la manutention et le transfert sur camion. Donc on a été amené à couper notre embranchement particulier pour les raisons de restructuration interne sur le site. Nous avons fait appel au personnel de la SNCF qui nous a immédiatement proposé des solutions qui d'ailleurs à l'heure actuelle s'avèrent beaucoup plus efficaces que les solutions précédentes. Ce qui au départ avait laissé une certaine réticence à certaines personnes de chez Strafort, en fait, s'est traduite par une amélioration du service. Le savoir-faire ainsi acquis permet de fructueux échanges. En 1984, Cogérail dessinait un embranchement particulier pour John Deere. C'était l'aboutissement d'une démarche commerciale originale. Nous avions un problème crucial dans nos expéditions. Nous avons soumis ce problème à la SNCF qui nous a trouvé une solution d'un branchement particulier. Nous gagnons actuellement un gain énorme puisque pour charger un wagon L31, il nous faut environ un quart d'heure, 20 minutes maximum pour charger 4 machines et toujours à l'aide de 3 personnes. Nous avons donc, on peut dire, divisé le temps par 3. Et nous avons également économisé le fait d'acheter les bois qui permettent le calage et les fils de fer qui permettent également l'arrimage des machines. Les fils de fer rayaient les machines et nous avions auparavant des problèmes de nos concessionnaires. La souplesse des hommes est à l'instar de celle des installations. On l'a vu arriver avec le sable et la paille et tout ça, ça nous a semblé vraiment difficile, ça ne pouvait pas tenir. Donc avec nos collègues du transport, on a regardé ce qu'on pourrait faire et tout de suite nous avons perçu qu'il fallait que l'on prépare les wagons à ce client pour qu'à l'arrivée, il n'ait qu'à charger directement sans souci. Oui, ça fait 30 ans que je viens chez M. Charles Dubois pour acheter mes bêtes et je me sers des chemins de fer depuis une trentaine d'années, bien sûr. Moi, j'ai débarqué des bêtes le 1er mai, le 8 mai, et bon, j'ai eu mes wagons à Kial, ça, il n'y a pas d'histoire. Hein. Ça a été bien. Au chemin de fer, il faut avoir la main à tout. Soit pour payer des wagons, comme certains cheminots font autre chose. Un conducteur n'est pas qu'un engin de traction, il faut aider le client et puis faire autre chose. Quand je trouve qu'on est du transport, il faut travailler en tout. Payer un wagon, pour moi, c'est la même chose. Il faut leur mettre bien des choses à disposition qui sont quand même quelquefois pas faciles pour un client qui vient de trouver soit un wagon payé ou même un coup de main pour charger des bêtes. Je vous dis, moi je vais rechercher un client qui vient en gare, qui a des bagages, il faut bien un coup de main quelquefois pour l'aider à monter dans le train et charger des bagages. Charger des bestiaux, bon, c'est peut-être plus gros, bien sûr, on en aura peut-être l'intention d'en avoir un petit peu peur, mais... Bon, manœuvre 1, ici le poste 2, j'ai bien reçu, je vais te donner l'autorisation d'engager la voie mère pour remonter en gare avec 3 sommes, d'accord. Notre imagination, notre détermination sont à la mesure des problèmes qui peuvent se poser aux entreprises. En septembre 1984, les houillères fermaient leur usine de coquerie de Mazingarbe et décidaient de ne plus assurer les prestations de manœuvre qu'elles effectuaient pour le compte de la société AZF Chimie. Dès lors, il était intéressant pour nous, en particulier du point de vue commercial, d'effectuer nous-mêmes ces prestations. Il a fallu définir en commun avec l'équipement, et ce extrêmement rapidement, les conditions minimum au point de vue coût, mais également suffisantes en matière de sécurité pour pouvoir assurer ces dessertes. Entre le moment où la société AZF a décidé de nous confier définitivement ces prestations et le moment où nous devions les assurer, il s'est écoulé moins d'un mois. Fin 84, les houillères nous ont signalé qu'ils ne nous assuraient plus l'exploitation
de l'attraction sur le site de Mazingarbe. Il a fallu faire appel à des entreprises extérieures. Nous nous sommes rapprochés des sociétés privées et également de la SNCF qui nous a fait des propositions. Nous avions peur de la lourdeur des services d'une grande société que la SNCF. Par contre, toutes ces craintes ont été complètement balayées. Quand il y a des coups de bourre à donner, le samedi quand c'est pas terminé, il reste volontiers 1 heure ou 2 de plus pour pouvoir terminer et partir avec un train complet. Les problèmes ont été très bien compris par la SNCF. L'équipe qui est venue travailler sur le site s'est presque intégrée à l'exploitation proprement dite de l'usine. Pour des raisons de survie, la société industrielle du bâtiment devait se diversifier. Cette diversification, nous l'avons orientée vers le marché du loisir, mais il fallait trouver un autre moyen de transport qui était plus compétitif et qui pouvait répondre à un marché national. Tous les transports se faisaient par la route. Les contacts et les marchés qui étaient traités rayonnaient aux environs de 250 km environ. Donc la route pour ce nouveau marché du loisir n'était pas envisageable, tant sur le plan approvisionnement de chantier, sur le plan prix et en fait distance. Il fallait mettre au point pour la SNCF un service comparable à celui de la route. Nous l'avons rencontré avec d'autres avantages en plus, grâce à la constitution du train qui nous permet d'avoir un stockage intermédiaire. Ensuite, un transport qui se fait dans de très bonnes conditions puisque nous avons fait des tests au niveau du calage des modules avec du plâtre et nous avons constaté à l'arrivée que ces modules n'avaient pas bougé. C'est un transport régulier et qui se fait en souplesse. La route nous apporte en contrepartie des modules qui parfois, suite à des accélérations, coup de freinage, des fissurations dans nos plaques. L'expédition qui a été faite jusqu'à maintenant avec la SNCF s'est passée dans de très bonnes conditions. Nous avons un approvisionnement régulier, sûr, et ça c'est très important puisque nous avons des numéros de pause qui sont à respecter. Pour nous, c'était indispensable, primordial pour la survie de l'entreprise. Ça, vous le connaissez, c'est le PC, le Personal Computer, autrement dit l'ordinateur que vous avez sur votre bureau. Je vous propose tout simplement d'aller à l'intérieur, de le visiter. Comment ? Eh bien, parce que nous sommes ici à Boston, dans le Computer Museum, autrement dit le musée de l'ordinateur. C'est quelque chose d'unique au monde. Et on n'a pas hésité à construire 20 fois plus grand que nature un PC, de façon à pouvoir pénétrer à l'intérieur. Tenez, ça, c'est l'écran. Regardez, le voici 20 fois plus grand derrière moi. Ça, c'est le clavier. Eh bien, le clavier, il est 20 fois plus grand derrière moi. Et tout ceci fonctionne, mais au ralenti, pour comprendre comment ça marche. Donc, pour fonctionner, un ordinateur a besoin d'un certain nombre de données. Et ces données, on va les entrer. Comment ? Le plus simplement, regardez, avec les doigts. Et oui, à l'aide du clavier. Le principe, c'est le suivant. L'ordinateur interroge en permanence, ligne après ligne, le clavier. Il les balaye. Lorsque l'on enfonce une touche, on établit un contact entre deux fils perpendiculaires. Et à ce moment-là, l'impulsion donnée par l'ordinateur est dérivée, va dans un circuit d'ordinateur où lui, il sait quelle touche on a enfoncée et à quoi elle correspond. Voilà, c'est tout simple. L'autre façon de rentrer des données, c'est la souris. Ici, au Computer Museum à Boston, on utilise non pas une souris, mais un trackball. Autrement dit, c'est une souris qui a les pattes en l'air. Mais le principe est exactement le même. Il s'agit
tout simplement de détecter les mouvements, les rotations d'une boule. Comment? Eh bien, lorsque vous bougez la boule, elle entraîne deux roues, une comme ceci, l'autre comme cela, des roues perpendiculaires. Sur chaque roue, on a placé comme les rayons d'une roue de bicyclette des fils métalliques. Un balai vient à leur contact. Et donc, lorsque la roue tourne, il va compter combien de fils électriques passent devant lui. Il va faire des 0 et des 1. Il le fait comme ceci, il le fait comme cela. Autrement dit, on détecte parfaitement les déplacements de la boule. On le fait comme ceci, on le fait comme cela. Vous avez compris, à l'intersection, ça donne un point sur l'écran. C'est la flèche qui se trouve sur l'écran. Il suffit de faire ceci, de cliquer pour envoyer l'information à l'ordinateur. L'autre support, c'est un support magnétique, là, pour introduire massivement des données, comme le programme d'un ordinateur, c'est ce que l'on appelle le floppy disk. Regardez, le voici. Voilà, là, il est agrandi 20 fois, le voici dans la réalité. Et à l'intérieur, il y a un petit disque, vous voyez, recto-verso, et il tourne, il flotte, en quelque sorte, sur un coussin d'air. Ce qui est le plus étonnant, c'est la manière dont il est lu par l'ordinateur. Vous voyez, là, on l'introduit dans notre ordinateur géant, mais derrière se trouve un lecteur, le voici. Et lorsque vous introduisez, regardez bien, le floppy disk à l'intérieur du lecteur, un petit mécanisme va ouvrir une fenêtre et va appliquer les têtes de lecture. Voilà. Ça y est, vous avez tout compris, vous savez tout. Eh bien maintenant, venez avec moi à l'intérieur de l'ordinateur, on va le regarder fonctionner. Nous allons donc voyager dans un micro-ordinateur, mais cette fois-ci, il a été grossi 50 fois pour des raisons, je dirais, de visibilité, de compréhension. Et on a le souci du détail à Boston. Regardez, on a reproduit l'interrupteur avec son voyant. Donc, nous allons à l'intérieur d'un micro-ordinateur. Je dirais ici, c'est le royaume de Gulliver. Tout est gigantesque. Mais attention, on a le souci du détail et cela fonctionne. Regardez, par exemple, la taille des vis, la taille des circuits. Qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons nous promener sur ceci, sur ce qu'il y a dans votre micro-ordinateur, sur la carte qui porte tous les circuits. Et nous allons cheminer ici, à l'intérieur des circuits, mais grossi 50 fois. Et la première chose que l'on voit lorsque l'on pénètre dans ce gigantesque micro-ordinateur, c'est la plaque, c'est ceci qui porte les circuits, c'est la plaque sur laquelle on marche, que l'on appelle la motherboard. Elle est ici. Et cette plaque, elle porte, vous voyez, toutes les connexions entre les circuits. Alors, quel est le premier circuit que l'on rencontre dès que l'on pénètre à l'intérieur? Eh bien, c'est ce mille-pattes, c'est celui-ci. Quel est son rôle? C'est un circuit d'interface. Il fait le lien entre l'intérieur, où je me trouve, et l'extérieur, là où se trouve le clavier et la souris. En effet, lorsque l'on tape sur le clavier, il arrive des 0 et des 1, mais à la queue leu. Ils arrivent donc en ligne. Ils arrivent dans le circuit, où là, on va les mettre en forme, par paquet de 8. Lorsque le paquet est constitué, le circuit donne l'ordre au microprocesseur de vidanger la mémoire. Et là, les 8 informations vont cheminer en parallèle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça forme ce qu'on appelle un bus. Et donc, les 8, 0 et 1 cheminent comme ceci en direction du microprocesseur. Le voilà, c'est lui. C'est l'élément clé, c'est l'élément central de tout le micro-ordinateur. Vous le voyez ici, il a été agrandi 75 fois. Vous le retrouvez là, au centre de notre carte. Et regardez, lorsque l'on enlève le capot, regardez ce qu'il y a à l'intérieur. On voit bien les zones de travail du microprocesseur. Dites-vous bien qu'il gère 20 millions d'instructions, 20 millions d'opérations par seconde. C'est colossal, c'est une gigantesque machine à gérer des mouvements d'information. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va par exemple chercher des données dans une mémoire, va les mettre ici à l'intérieur, va comparer, va faire des calculs. Le résultat va le mettre dans une mémoire, puis va l'afficher à l'extérieur, par exemple sur un écran ou sur une imprimante. On découvre donc qu'un micro-ordinateur, ce n'est rien d'autre qu'une formidable machine à brasser des flots, des flux colossaux d'informations. Et celui qui rythme tout, celui qui est le chef d'orchestre, regardez, il est là, il est tout petit, c'est l'horloge. C'est un quartz qui vibre 50 millions de fois par seconde et qui envoie donc ses tops à tous les organes du micro-ordinateur. Pour stocker de grandes quantités d'informations, des données, des programmes, l'ordinateur utilise, vous voyez, des disques. Ici, ils sont grossis 50 fois. Les voici dans la réalité. Ici, il y en a 8 d'empilés. C'est en quelque sorte le jukebox de l'informatique avec ses têtes de lecture.
Regardez comment cela fonctionne, c'est extrêmement astucieux. Les informations, d'abord, sont stockées sur des pistes magnétiques que lisent des têtes de lecture. Un circuit va commander le disque sur lequel se trouve l'information, la tête de lecture et le secteur sur lequel elle se trouve. Et il va lire cette information. Il procède de même à l'envers. On sélectionne le disque, la tête de lecture et la piste pour écrire une information. Dans ces 8 disques, on peut stocker 400 millions de chiffres et de lettres, ce qui est colossal. Mais à côté de ces disques, il y a des mémoires beaucoup plus petites, mais beaucoup plus rapides. C'est-à-dire celle-ci. C'est une mémoire ROM, R-O-M, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle on ne peut faire que lire. Elle est ineffaçable. Et dans cette mémoire, que trouve-t-on ? On trouve les instructions fondamentales pour le fonctionnement interne de la machine. Autrement dit, c'est son cerveau profond. C'est ineffaçable, même lorsque l'on coupe le courant. Par contre, regardez, il y a des mémoires RAM, des mémoires dans lesquelles on peut mettre des informations et on peut également les lire. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les données sur lesquelles on travaille. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les instructions sur lesquelles on travaille. La machine va chercher une instruction, la met dans le microprocesseur, la décode pour savoir le travail qu'il a effectué, va chercher une donnée ici, la met dans un registre dans le microprocesseur, exécute l'instruction et met le résultat ici à l'intérieur. Et regardez ce document, vous voyez toujours filmé au microscope électronique les transferts de charges électriques à l'intérieur des mémoires. C'est le cœur profond du micro-ordinateur. Et là, tout se joue ici sur une carte. Regardez bien. Pour fabriquer une image de télévision et en couleur, il faut 3 couleurs. Une rouge, une verte, une bleue. Regardez comment procède l'ordinateur. Il va balayer ligne après ligne. Sur chaque ligne, il y a des points. Et à chaque point, regardez bien, il donne une succession de valeurs. Vous voyez, ce sont ces paquets de 8 bits, 8 binaires. Voilà donc comment il connaît la valeur de chaque point de l'image. Et tout ceci fonctionne en parallèle et arrive dans cet autre et ce dernier circuit où on va transformer les valeurs en courant électrique. Regardez bien, voici la valeur pour les points rouges, les points verts, les points bleus. Voici les valeurs affichées. Et là, on les convertit en tension électrique. À partir du moment où vous avez des tensions électriques dans un téléviseur, vous savez tout faire. Vous allez commander le crayon rouge, le crayon vert, le crayon bleu qui vous dessine l'image sur votre écran. C'est si simple. Nice a été la première gare de France à posséder un central location, créé pour obtenir, d'une part entre les gares comprises dans son champ d'action, une meilleure répartition des places en location, d'autre part, une parfaite utilisation des trains supplémentaires mis en marche pendant les périodes de fort trafic. Depuis Toulon jusqu'à Vintimille, tous les bureaux, agences de voyage et même les particuliers s'adressent à cet organisme. Installée dans une salle climatisée et insonorisée, une table circulaire de 3,20 m de diamètre, autour de laquelle s'affairent 8 opérateurs, supporte un tambour à diagramme. Celui-ci est formé de 4 couronnes indépendantes. Chacune d'elles est divisée en 32 cases, correspondant à une voiture d'un train, et destinée à recevoir les diagrammes pour 7 jours de location. Une liaison téléphonique au moyen d'interphone permet au bureau de Nice une très grande rapidité d'exécution. Aussitôt renseigné sur le désir du client, l'opérateur met en mouvement la couronne dans laquelle il trouvera les diagrammes se rapportant à la demande. Réponse instantanée. Train 20 du samedi 26 mai. Une couchette deuxième classe inférieure numéro 225, voiture 1. D'accord. Confirmation de l'agent du bureau qui donne le nom du client et le numéro de son billet. C'est fini. Quelques secondes seulement ont suffi pour satisfaire le voyageur. Il ne reste plus à présent qu'à opérer selon le processus normal. Journellement, 800 places sont ainsi délivrées, chiffre qui peut atteindre 5000 pendant la période de grandes vacances.
tout en donnant satisfaction à la clientèle qui est toujours assurée d'obtenir la place de son choix. En 1937, l'Amérique vient de traverser la plus grande crise économique de son histoire. Elle en sort meurtrie et son administration doit gérer les 27 millions de dossiers de ses chômeurs. La carte perforée règne en maître sur tous les bureaux et IBM fait un malheur avec son matériel électromécanique. À l'époque, on ne parlait pas encore d'informatique, c'était de la mécanographie et les machines ont pour nom perforatrice, tabulatrice et trieuse. 1943, la planète vibre encore sous les bombardements. Deux mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology, Prosper Eckert et John Mauchly, mettent au point un énorme calculateur pour résoudre les problèmes de trajectographie des canons de l'armée américaine. C'est l'ENIAC, un monstre de 10 tonnes qui nécessiterait aujourd'hui la surface de 4 appartements. Avec ses 18 000 tubes, il était capable d'effectuer 40 000 additions par seconde. Hier, un record, aujourd'hui, une dérision. 1951, l'armée s'efface devant le business. Du monstre de laboratoire naît en effet un engin plus civilisé, le Whirlwind, que l'on propose à la vente. Mais le monstre étonne, fascine, et on l'exhibe dans les shows TV. On lui fait par exemple calculer en direct, devinez quoi, des intérêts. Combien m'aurait rapporté, demande le journaliste, 24 $, placés à 6% depuis 1626. Réponse instantanée, plus de 4 millions de dollars. Un joli placement. 1960, Maurice Wilks a eu la géniale idée d'écrire, une bonne fois pour toutes, des morceaux de programme. Une révolution, car jusqu'à présent, à chaque fois qu'on utilisait un calculateur, il fallait tout reprendre depuis le début. Après la carte perforée, la bande perforée. C'est à cette époque que John Mauchly et Prosper Eckert fondent la première entreprise commerciale de calculateurs électroniques, Univac. Les banques, les premières, ont compris tout le parti qu'elles pouvaient tirer de ces étonnantes machines pour gérer des milliers de chèques. Et notamment les rentes des veuves de guerre. C'est également à cette époque que l'on tente d'apprivoiser la machine en dialoguant avec elle en direct au moyen d'un light pen, un crayon lumineux. Mais 13 ans plus tôt, en 1947, une découverte alors passée inaperçue allait bouleverser le monde des calculateurs. L'invention du transistor par 3 physiciens des laboratoires Bell, William Shockley, John Bardeen, Walter Brittain. 50 fois plus petits que les lampes à vide, les morceaux de germanium allaient faire basculer dans la simplicité et la miniaturisation toute une industrie. Et dès 1959, IBM sort le premier ordinateur entièrement transistorisé, le 1401. Et les choses s'accélèrent. De l'autre côté des États-Unis, en Californie, chez Fairchild, un jeune docteur S-Sciences de 27 ans, Robert Noyce, propose le premier circuit intégré. Certains craignaient de perdre leur ordinateur en le faisant tomber entre 2 lames de parquet. Mais nous savions que la miniaturisation allait rapporter gros. Très gros. Pendant ce temps-là, loin des découvertes des laboratoires, l'ordinateur, c'est ainsi qu'on commençait à l'appeler, connaissait ses outrances médiatiques. On est en Amérique, il est vrai. Et on n'hésitait pas à bénir le matériel. En France, Bull faisait appel à Poiret et Serrault pour vanter les vertus de ces gammas. Les données des calculs sous forme d'impulsion électrique provoquée par les trous des câbles. Et l'autre câble, celui-là,
retourne à la tabulatrice le résultat des calculs. N'est-ce pas, c'est ce que je vous avais dit? Vous m'avez dit pas mal de choses, mais pas ça. Non. L'aller et le retour sont instantanés, car le calculateur effectue 5800 opérations par seconde. Combien? 5800. Par seconde? Par seconde. Ah, ça saisit quand on ne s'y attend pas. Ah oui, tenez, moi j'ai un mal-être. Ah, ça m'étonne pas. Mais c'est la course à l'espace qui allait accélérer la naissance de la micro-informatique. Nous sommes en 1961, les Russes triomphent avec un homme en lançant Gagarine autour de la Terre. L'Amérique est ridiculisée, John Kennedy lance son défi à la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Et c'était parti pour 8 ans de recherche et de développement. Pour décrocher la Lune, il fallait en effet des calculateurs petits, performants, résistants aux vibrations et à la chaleur. Bref, l'Amérique a mis la puce sur orbite et l'informatique devenait synonyme de progrès. 1964, IBM lance sa série 360 et révolutionne l'informatique avec des machines modulaires. Tandis que Digital, avec ses Mini, sort l'ordinateur de ses salles climatisées pour le mettre chez l'utilisateur. À côté des Mini, il y a les gros, les très gros, avec les CDC 6600 de contrôle data. On parle déjà de 350 000 opérations par seconde. Mais la deuxième révolution de l'informatique est en train de naître ici, à Palo Alto, au centre de recherche Xerox. Ici, on imagine l'ordinateur du futur. Et devant une assemblée de spécialistes médusés, Douglas Engelbart fait une démonstration de commande de la machine, non plus par le clavier, mais avec un curieux appareil en forme de souris. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. Il suffit de désigner l'objet. Et cette révolution va de pair avec celle du graphisme sur l'écran, où les fonctions sont représentées par des symboles, les icônes. Souris plus icône, il ne manque que le microprocesseur pour faire exploser l'informatique. 1971. À cette époque, on faisait déjà des circuits de plus en plus intégrés. Mais ce n'étaient pas encore des microprocesseurs. C'est à Tedoff, un jeune ingénieur de chez Intel, qu'en revint le mérite. À partir de là, tous les ingrédients étaient réunis pour le développement du micro-ordinateur. Et 2 ans plus tard, il voit le jour en France dans la société R2E, dirigée par André Truong. Effectivement, c'est vraiment le premier micro-ordinateur puisqu'il a été présenté au public en 1973. Comme vous pouvez le voir, c'était des cartes comme ceci. Sur celle-là, d'ailleurs, on avait une capacité de 2 kilooctets. On rentrait les informations par les clés. Ici, vous en avez quelques-unes, ici. Et les cartes s'enfichaient dans un bac. On sentait intuitivement qu'il allait avoir un besoin considérable de ce genre de machine, mais il y a 20 ans, c'était très difficile de penser que ça deviendrait aujourd'hui une industrie aussi importante. Vous avez eu la gloire, le succès? Ni la gloire, ni le succès, par manque de financement en France. Pourtant, il y a une dizaine d'années, j'étais le premier en Europe. Mais malheureusement, l'Europe n'est pas équipée pour les entrepreneurs comme nous. Un an plus tard, une revue américaine propose tout simplement le micro-ordinateur en kit à monter soi-même. De quoi faire vaciller toutes les bases de l'informatique de grand-papa. D'un côté, il y a les bricoleurs de génie, de l'autre, les industriels qui ont pour nom Tandy, Apple et autres Commodore. Le micro-ordinateur descend en dessous du seuil fatidique de 1 000 $. Autre bricoleur de génie, Clive Sinclair, qui met la micro à la portée des écoles avec son ZX80. Un lecteur de cassette pour mémoire et le téléviseur pour écran d'affichage. On ne peut pas faire plus simple. Restait à donner une dimension mondiale à la révolution en cours. C'est Big Blue, IBM, qui l'a fait en lançant en 1981 son PC. For smoother scheduling, better planning, and greater productivity. It can help a manager excel and become a... L'ère des pionniers était terminée, l'ère industrielle avec ses standards commençait.
Mais il manquait encore au PC, c'est ainsi qu'on l'appelait, une touche de convivialité pour en faire un objet de la vie courante à la portée des enfants, ne nécessitant aucune formation préalable. C'est Apple qui fait le saut avec son génial Macintosh.